Bonjour à tous. J'ai profité de ce WP Tech pour qu'on puisse parler un petit peu de theming avec WordPress et d'aller un peu plus loin que le HTML et PHP qu'on mélange tous les jours quand on fait des thèmes sur mesure. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Twig. Twig, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un langage de templating qui a été intégré à Symfony. À la base, c'est Symfony qui l'a inventé. Il faut savoir que Drupal 8 l'a intégré aussi dans sa dernière version. Donc on peut aussi l'intégrer dans WordPress via un plugin ou via une dépendance. On va voir justement ça au cours de la conférence. Moi je trouve que personnellement c'est vraiment super. Il y en a plein qui sont un petit peu réticents à changer un petit peu comment on fait les choses par défaut dans WordPress, ce que je peux comprendre. Mais je trouve pas que ce soit une surcouche qui vienne vraiment tout changer ou alourdir votre CMS. Ça vient vraiment vous simplifier les choses. Qui connaît Twig et qui aurait peut-être des petites réticences à l'utiliser actuellement? Lui, il connaît. Non, mais voilà. Non, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à le découvrir, il y a plein de gens avec qui j'en ai parlé. Et puis les mecs disaient, ouais, non, mais je suis un peu contre changer ce que fait WordPress par défaut aujourd'hui dans le système. C'est vrai qu'on va pas tout rechanger ce que fait WordPress aujourd'hui, c'est pas le but. Hein. C'est comme ceux qui utilisent Bedrock qui permet en fait de versionner WordPress parce que son architecture de dossier est complètement changée. Alors c'est sûr que c'est un petit peu bizarre au début, mais les grosses agences que j'accompagne aujourd'hui dans leur migration vers WordPress veulent des systèmes comme ça. Donc j'en reparle juste après. Je me présente quand même pour débuter. Je m'appelle Maxime, alias Capitaine WordPress. Je suis entrepreneur, développeur WordPress depuis maintenant bien 10 ans, hein, ça commence à faire. Et aujourd'hui, surtout formateur. Donc, mon constat à la base, c'est que le theming sur WordPress n'est pas sexy quand on commence à faire des sites tous les jours. Le fait d'avoir du PHP et du HTML en même temps, ça le fait, je veux dire, c'est pas non plus catastrophique, mais au bout d'un moment, il y a quand même des limites. Il n'y a pas de séparation entre le template et la logique métier. La logique métier, ce que j'appelle, c'est quand on commence à faire du code pour récupérer des informations ou pour les traiter. Ne serait-ce, je suis dans ma plateforme e-commerce, je veux voir si mon client il est connecté, s'il a acheté ce produit en particulier ou s'il a acheté autre chose. Je vous montrerai un petit peu des études de cas tout à l'heure. Donc voilà, ouais, au bout d'un moment, ça commençait un petit peu à me peser et me dire, je pourrais être peut-être plus productif avec un langage qui est plus cool. Donc WordPress, par défaut, c'est le seul qui ne propose pas de langage de templating pour justement faire ça. C'est vraiment le seul. Comme je vous disais, Drupal, Twig, Symfony et toutes les autres plateformes sur le web proposent un langage de templating. Ce qu'on va dire, le templating de WordPress, c'est toutes les fonctions qu'il met à votre disposition, the content, the title et ces choses-là, mais ça a ses limites. Voilà, donc ça j'ai pris un petit template de EDD notamment, parce qu'il était assez sympa pour l'exemple. On voit au début qu'on fait un if pour tester des conditions, et si jamais elles ne sont pas remplies, on fait un return, donc ça quitte la page. Derrière, on fait des récupérations de données, on les teste, par exemple la couleur. Alors, dans la plupart des cas, ça va parce qu'on a des fonctions, que ce soit EDD ou WooCommerce ou n'importe quel plugin, vous récupérez des fonctions qui vont déjà vous traiter la donnée et vous n'avez plus qu'à les utiliser. Donc dans un site qui est simple, ça fait le taf. Mais après, on sort du PHP, on repasse en HTML, on re-rentre dans du PHP ici pour refaire des tests. Bon, au final, c'est vrai que la lisibilité, elle n'est pas super exceptionnelle. Sans être non plus catastrophique, hein. Je suis pas là pour faire le procès de WordPress, hein. Je veux dire, ça reste quand même vraiment agréable. Pour moi, aujourd'hui, c'est juste rajouter quelque chose d'un peu plus sexy par-dessus. Donc voilà, c'est pour ça que je vais vous présenter Timber pour WordPress. Donc c'est un projet qui est open source, c'est ou un plugin ou une dépendance, sous licence BSD, et ça apporte justement le langage de templating Twig dans WordPress. Et ça s'intègre vraiment super bien. Donc voilà, pour décrire Twig, c'est un template moderne, un template engine moderne pour PHP. Et du coup, ça ressemble un petit peu plus à ça. Plus de PHP, on a quand même du coup des for et des if qui sont dans des accolades avec des pourcentages. Pour les variables, on les affiche directement dans des doubles accolades, product description, product title par exemple. Et notre template, il n'a pas un header et un footer, j'y reviendrai après, mais on a une base sur laquelle il y a tout le déroulé. Et à l'intérieur, on va influencer sur des zones, une que j'ai appelée classe et l'autre que j'ai appelée content, dans lesquelles je vais mettre ce que je veux afficher dans cette page en particulier. Et cette approche-là, elle est vraiment plus intéressante que d'avoir un getHeader et un getFooter. Voilà, pour moi, utiliser Timber ou Twig, c'est déjà l'avantage d'avoir une approche qui est MVC, un petit peu plus MVC. C'est l'approche des frameworks comme Symfony. MVC, ça veut dire modèle vue contrôleur.
Le modèle, c'est tout ce qui va gérer la connexion à la base de données, la récupération des données. La vue, ben, c'est vraiment le template, c'est ce qu'on va afficher enfin. Et le contrôleur, c'est ce qui est au milieu, qui va gérer vraiment votre donnée. C'est lui qui va récupérer les données du modèle, qui va les traiter, qui va les mettre dans le bon ordre, qui va en faire quelque chose, et enfin les envoyer à la vue, et la vue va simplement s'occuper de les afficher. En vrai, nous, sur WordPress, on n'a pas de modèle. WordPress, il va directement récupérer les données, notamment avec la WP Query que vous faites vous, ou qui est fournie par le système. Donc ça, il n'y a pas besoin. Donc Timber, en fait, il va simplement se concentrer sur l'aspect contrôleur et vue. Voilà, donc comment est venu ce besoin? Petite histoire. En fait, quand j'ai commencé à faire mon site de formation, j'ai commencé à accompagner des agences. Et beaucoup d'agences, aujourd'hui, sont en train de migrer vers WordPress. Pourquoi? Parce que pour la plupart d'entre elles, ils me disent, bon, on fait du Drupal, on fait du sur-mesure, du fait maison, mais aujourd'hui, nos clients nous demandent explicitement du WordPress. Et là, du coup, ils sont obligés de s'adapter, quoi. C'était pas le cas il y a encore quelques années en arrière. Hein. Moi, quand j'étais en mode agence, il y a encore 4-5 ans en arrière, il y a beaucoup de clients qui ne savaient pas ce que c'était WordPress et qui s'en fichaient, ils voulaient un site, et puis peu importe ce qui tournait derrière, quoi. Comme quand vous achetez une voiture, la plupart du temps, vous vous en fichez de savoir quel moteur fait tourner la voiture. Et donc, toutes ces agences, elles avaient à peu près la même problématique. D'où on vient, on a une approche modèle vue contrôleur, on a du templating, en fait, on se rend compte que dans WordPress, on n'en a pas. Et du coup, ça nous dérange un petit peu. Je fais, c'est pas grave, du coup, il y a Timber qui existe, qui va vous amener Twig. Et en fait, à chaque fois, ouais, c'est super, c'est ça qu'on veut. Et du coup, je les ai accompagnés comme ça. Et je m'y suis mis, et finalement, je l'ai adopté à mon tour aussi, quoi. On va voir comment l'installer, notre Timber. Là. Il y a deux façons. Il y a soit la version très simple avec l'extension. Donc c'est une extension qu'on télécharge sur le répertoire normal et puis qu'on active et terminé, ça fonctionne. La solution 2 que je préfère, c'est par Composer. Composer, c'est un système de gestion de dépendance des librairies PHP, un peu comme NPM sur JavaScript. Et en fait, ça, vous allez l'installer dans votre thème, donc dans le fichier de base de votre thème. Comme ça, quand vous allez commencer un projet, c'est déjà prêt à l'emploi. Donc pour cette étape numéro 2, en fait, il faut d'abord installer Composer, qui va créer un dossier vendor dans votre thème. Et du coup, c'est ces deux petites lignes de commande là sur la droite qui suffisent de faire ça. Donc le premier, je me déplace dans mon dossier de mon thème, de mon site. Et juste après, je fais un Composer require Timber. Et après, il s'occupe de faire le nécessaire. Donc il crée un fichier sur lequel il gère les dépendances. Et il crée un dossier donc vendor dans lequel il va installer tout ce qu'il a besoin pour faire fonctionner tout ça. Juste une chose, si vous utilisez Git, ce que j'espère ce que vous faites, pour versionner votre thème, vous rajoutez le dossier vendor au fichier gitignore pour lui dire que ça ne se versionne pas. Pourquoi? Parce que les dépendances appellent d'autres dépendances et votre dossier, généralement, il n'est pas forcément lourd, mais il contient plein de petits fichiers qui, à déplacer, à copier, c'est super long, quoi. Donc moi, en fait, ça, grosso modo, je l'ai fait une fois dans mon premier projet et à chaque fois, je le copie-colle. En réalité, ce serait mieux de le faire comme ça tout le temps parce que comme ça, vous récupérez la dernière version au moins. Dans le function.php, donc dans votre thème, il vous suffit après de faire un require once de votre vendor autoload. Pour ceux qui ont déjà fait du Composer, ça leur parlera, mais ceux qui n'en ont jamais fait, en fait, Composer, une fois qu'il a chargé toutes vos dépendances, donc c'est plein de librairies PHP, il vous crée un fichier qui s'appelle autoload qui va aller chercher toutes ces dépendances. Donc c'est pas comme si vous avez besoin de vous les appeler manuellement les unes après les autres. Vous appelez un fichier qui s'appelle autoload et lui s'occupe de charger tout le reste. Et donc une fois que j'ai fait ça, après j'ai accès à l'objet Timber que je vais déclarer dès le début, et puis après je vais pouvoir utiliser tout le reste. J'ai mis en route le... J'ai mis le chronomètre, je ne l'ai pas démarré. Bon, tant pis. C'est qui qui me donne le temps? Ouais, t'es loin. Oh putain, t'es loin. Donc ce que j'aime bien dans Timber aussi, c'est le côté documentation. La doc, elle est super bien faite. C'est très agréable pour trouver les informations. Et je veux dire, il ne faut pas que vous le voyez comme une contrainte en fait. C'est vraiment, tout est assez logique. Vous trouvez toutes les informations directement dans la doc et puis tout de suite vous êtes opérationnel pour créer ça. Ils ont fait ainsi une petite page pour les bases en 2 minutes, ça vous apprend toutes les petites bases, donc je vous ai mis le lien là. Je partagerai les slides sur mon blog à la fin de la formation, de la conférence. Il y a aussi une documentation un peu plus technique avec tous les objets que Timber donne pour aller un petit peu plus loin, on en verra certains. Et puis les bases de Twig aussi, parce que Twig c'est vraiment un langage de templating qui n'est pas rattaché à une technologie en particulier. Donc c'est intéressant d'aller voir comment ça marche pour voir ça. Une fois que vous avez tout ça, vous êtes opérationnel très rapidement.
pour même aller encore plus rapidement, en fait, ils ont fait un thème qui s'appelle underscore S, qui est déjà compatible avec Timber, où ils ont déjà préparé toute la structure. Moi, je me suis fait mon propre thème, mais je me suis un peu basé là-dessus pour pouvoir créer mes fichiers originaux. Donc, il y a déjà tout ce qu'il faut. Il est dispo sur GitHub à cette adresse. Et du coup, si vous voulez essayer Timber à l'issue de cette conférence, commencez avec ça. Vous verrez qu'au moins, vous avez déjà tout qui est mâché. Alors, on va regarder en pratique. Je vais voir si les captures d'écran sont assez propres pour qu'on les regarde comme ça. Sinon, je basculerai. Ouais. Ce qu'on commence en fait dans Timber, dans le function.php, on va créer une fonction qui s'appelle add2context dans le filter Timber context, dans lequel on va pouvoir déclarer des choses qui sont globales. Parce que sur un site web, vous avez le contenu de votre page, mais aussi tout ce qui tourne autour. Les menus, le menu principal, le header, le footer, et toutes des choses qui sont un petit peu communs. Et ben pour ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le context. C'est une variable qui sera globale et qu'on va utiliser dans tous nos templates où on va pouvoir passer tout ce qu'on veut. Et là, notamment, on a le menu principal et le footer menu. C'est des fonctions Timber menu top et bottom. Donc, ça va aller récupérer des menus que j'ai déclarés dans mon WordPress qui s'appellent top et bottom. Les infos du site, c'est dans $10. Je n'utilise pas trop celle-là. Et on pourrait récupérer, savoir si l'utilisateur est connecté. Je le passe là-dedans. Cette fonction sera toujours opérationnelle dans mon template, mais j'aime bien le passer avant ici. Comme ça, je simplifie un petit peu son écriture. Voilà, donc pour les sidebars, pour la navigation, pour tout ce qui est aussi les options, on peut les passer là-dedans. Et ça, du coup, ça sera accessible après dans notre template. Un truc qui est super intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure, on hérite de la base. Et la base, en fait, elle fonctionne comme ça. Donc plus de header et plus de footer. On écrit à la place la base. On a du coup des fonctions qui sont fournies par Timber, comme le WP Footer, le WP Head, qui sont exactement l'équivalent de WP Head et WP Footer en fonction PHP. À la place des blogs info, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois que j'utilise le blog info ou les fonctions pour choper tout ce qui est dans les entêtes du site, à chaque fois je me trompe sur quel est l'URL pour aller jusqu'au thème ou aller jusqu'à la feuille de style, etc. Comme c'est des noms qui ont 15 ans, en fait, ils ne veulent plus rien dire maintenant et je les confonds. Là, c'est beaucoup plus simple. Vous avez site.theme.link. Ah, si, ouais, site, j'utilise forcément. Site.theme.link, automatiquement, ça vous amène sur votre dossier du thème pour charger des images, par exemple, ou des feuilles de style qu'il ne faut surtout pas charger comme ça en réalité. Mauvais exemple. Les body class, donc ça c'est des fonctions qui sont à la base retournées par WordPress. Et après j'ai fait mon header, mon footer, et au milieu en fait j'ai mis un bloc qui s'appelle content. Ça veut dire que dans chaque page de mon site, page d'accueil, contact, etc., je rouvrirai ce bloc content et je lui dirai ce que je veux mettre à l'intérieur. Et c'est pareil que... non, je ne l'ai pas fait là. Je fais aussi un bloc qui est dans les classes ici, pour que je puisse rajouter des classes particulières sur ma page. Donc en fait, ma page page.php, elle aura un bloc content, je mets tout mon contenu, elle aura un bloc classe qui va venir injecter en fait les classes ici. Et du coup, c'est super pratique. On s'en sort beaucoup mieux. Donc vous pouvez faire autant de zones que vous voulez dans votre template en fait. Et d'une page à l'autre, en fonction du cas, vous allez remplir ce bloc contenu ou un autre bloc, quoi. Moi, sur mon site de formation, j'ai une barre latérale sur la gauche qui donne le listing du déroulé des cours. Et en fait, ce listing, il apparaît que quand je suis dans un cours. Donc j'ai une zone qui s'appelle sidebar. Et en fait, cette zone, je la remplis vraiment quand je suis dans une page de cours. D'autres choses qui sont intéressantes aussi, c'est les menus, par exemple. Au lieu de faire appel à la fonction menu de WordPress, qui a plein de paramètres dans lesquels on peut passer les classes, si on veut une div englobante ou pas, elle est assez, une fois que vous l'utilisez, vous la copiez-collez, elle est bien, mais je veux dire, elle est assez chiante à utiliser. Je trouve que c'est pas très naturel. Ici, comme on a appelé le menu, en fait, il faut faire une boucle for. Donc là, j'ai mon objet qui s'appelle mainMenu.item, c'est les items de mon menu. Donc boucle for, chaque item est un item au singulier, et du coup, je mets simplement un li à l'intérieur avec la classe que je veux, avec le HTML que je veux, avec le item.getPath, c'est donc l'URL, et le item.title, c'est son titre. Au moins, les nommages sont super clairs, quoi. On n'a pas ces fonctions WordPress qui sont sympas dans des thèmes simples, mais qui sont vite problématiques sur des gros thèmes. C'est beaucoup plus clair. Pour le menu du footer, c'est exactement la même chose. Et quand on sera dans le contenu, on verra c'est exactement pareil pour nos articles ou pour toutes les WP queries qu'on fera. Il y a une petite cheat sheet pour toutes les infos de la page d'accueil ou les fonctions de base de Timber. Donc je vous ai mis un lien aussi sur cette slide. Voilà, et donc la page single, d'un côté j'ai single.php, celle qui existait nativement dans WordPress, qui va me servir qu'à faire du code PHP maintenant, et single.twig, qui va hériter de la base, etc. Donc, je commence ici.
À la fin, on a toujours le Timber Render, c'est la fonction qui permet de dire, bah, c'est bon, maintenant j'ai toutes les données que je veux, tu peux lancer le templating, donc celle-là. En fonction, on a quoi? Ben, le template que l'on veut charger. Donc ici, on pourrait créer des conditions dynamiques pour dire, en fonction de tel ou tel cas, je vais charger single.twig ou complètement autre chose. Et mon contexte, qui contient, comme on a vu tout à l'heure, toutes les données de base de WordPress, les menus, les données un peu globales, plus celles que je vais lui rajouter. Donc voilà, la première ligne c'est Timber Get Context, on récupère ce contexte global et on va rajouter en fait un objet post qui va contenir en fait l'article que je veux afficher. Donc pour la page single, c'est vraiment le strict minimum à faire. Imaginons que demain je vais y faire une autre boucle avec une WP Query, je pourrais écrire ma WP Query ici et le stopper dans un autre objet que post. Si vous faites du thème assez régulièrement sur WordPress, que vous faites des boucles dans des boucles, c'est pas très compliqué à faire, hein, on est d'accord, mais le problème c'est qu'une boucle, elle va interagir sur les objets globaux les variables globales de PHP, de WordPress. Et du coup, quand vous faites une boucle à l'intérieur de la boucle principale, il faut faire un reset post-data, et il faut pas l'oublier de le refaire, parce que sinon vous cassez votre boucle WordPress principale. Et même si c'est pas très compliqué, c'est pas super propre pour autant en fait. Parce que quand on manipule des variables globales, c'est jamais bon. Donc là, le fait qu'on y mette en fait dans des variables à part, bah, du coup, il n'y a vraiment pas ce souci. Si maintenant, du coup, je vais dans mon fichier single.twig, on commence par dire qu'on étend de notre fichier base, c'est lui notre base, et dans le bloc content, je vais rajouter tout ça. Donc il y aura bien le header, le footer, plus ce content que j'aurais rajouté. Donc là, du coup, pas besoin de faire une boucle WordPress comme on l'a fait habituellement, parce qu'on a déjà récupéré nos objets. Enfin, là, il n'y en a qu'un seul, hein. On est dans la page single, donc on n'a qu'un seul article. C'est pour ça qu'on a un new Timber post. Pas besoin de faire une boucle. On a post title, on a post date, post content. D'ailleurs, mon post date, il n'est pas bon, là, je le corrigerai. Pour récupérer les catégories, on fait un for term in post term catégorie. Comme ça, en plus, là aussi, c'est pareil. Au lieu d'utiliser la fonction the term ou the tag, etc., ou the catégorie, vous avez plus de liberté sur le HTML que vous allez générer. Pour le post thumbnail, j'y reviendrai sur les images, mais c'est vraiment cool parce que vous faites un post thumbnail.source et à l'intérieur, vous mettez vraiment la taille que vous voulez, donc médium, large ou toutes celles que vous aurez rajoutées. Ok. Donc voilà, là, le post content à la fin qui est l'équivalent de la fonction the content. Donc là c'est nickel. Et du coup, je trouve que moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus clair au niveau du template. Les noms sont beaucoup plus clairs. Et comme je vous disais, avec une WP Query, imaginons que je vais chercher des produits, je ferai un contexte product, j'irai chercher mes produits avec une boucle, et là à l'intérieur j'aurai bien une petite boucle for avec des products. Bon, on voit bien que quand c'est post title, product title, au moins on distingue toutes les entités qu'on a dans la page. Pour la page, c'est exactement la même chose. Je fais un Timber post, je fais un Timber render, et là je lui mets un tableau en fait. Je lui dis, c'est soit il y a une page qui s'appelle, par exemple, j'ai fait une page spéciale pour la page contact, donc je l'ai appelée page-contact.twig. Donc il voit que le post name c'est contact, il va se dire ok, s'il y a une page -contact.twig, je la prends, sinon je prends la page par défaut. Donc c'est un peu ce que fait le template hiérarchie de WordPress, quoi, hein. C'est exactement le même principe, sauf que là vous pouvez aller plus loin pour des cas un peu plus spécifiques. Elle a quelques failles, hein, ce template hiérarchie. Par exemple, quand on fait une recherche, ça tombe sur une page search.php, et s'il ne la trouve pas, il ne ramène pas sur archive. Pour moi, en fait, le résultat d'une recherche est souvent pareil que la liste des articles du blog, quoi. C'est une archive. Donc on est obligé de le rediriger manuellement, ce qui n'est pas forcément pas idéal. Donc le fait on continue de s'appuyer sur ce template hiérarchie, mais on peut s'en affranchir un petit peu avec ces conditions. Je trouve que ça permet d'aller bien plus loin. Et du coup, pour la page, page title et page content. Parce que là, je l'ai appelé page, je l'appelle vraiment comme je veux, quoi. Mais au moins, je donne plus de contexte dans mon truc. Pour une archive, peut-être un peu petit là, hein, ouais, bon. Pour une archive, on fait simplement un Timber post query, ça va récupérer du coup la liste. Donc j'ai mis post au pluriel, et simplement dans le template, je fais un for post in post, for post au singulier dans post au pluriel. Et pour chacun des articles qu'il a trouvé, moi je vais faire un post link, post truc sympa, le post preview, c'est comme The Excerpt, mais vous pouvez donner la taille vous-même du nombre de mots que vous voulez. Comme ça, pas besoin de le hooker ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est aussi plus naturel de le faire comme ça. Et vous verrez dans le thème par défaut, il fait des conditions. Si on est sur un tag, le title, ça sera marqué catégorie ou mot-clé. Et si c'est un post type, autre chose que des articles ou des pages, en fait, il ira chercher le template qui va bien, parce qu'il le met ici. Il va chercher archive- et le nom du post type.
Donc voilà, cette partie PHP, elle est faite en amont, et du coup, mon template, il reste aussi propre. Tac, donc les blocs, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. Là, voilà un exemple plus en détail. Imaginons que dans mon body, voilà, j'ai fait les body classes ici. J'ai laissé de la place pour mettre des classes supplémentaires à cet endroit-là. Ouais, donc body class, c'est celle par défaut de WordPress. J'ai fait un bloc class qui est ici, avec la possibilité d'en mettre plus, un bloc header et un bloc content. Il y a souvent dans les sites où on se dit, par exemple, l'en-tête de la page d'accueil n'est pas la même en-tête que sur le reste des pages du site. Sur la page d'accueil, elle est grosse, et sur les autres pages, c'est plus petit. Et on peut l'appeler header comme ça, et on peut mettre un code par défaut. C'est-à-dire que moi, dans ma page, si j'y touche pas, mon bloc header, il va garder ce bloc par défaut. Et si j'en redéfinis un, il va prendre celui-là à la place. Et ça évite de faire des if dans le header.php comme on avait avant. Ça évite de faire un if et un else qui peuvent être vite un peu lourds dans le template. Et donc du coup, là, dans le content, je vais pouvoir mettre, j'ai défini mon content là. Et dans les classes, j'ai mis ma classe spécifique à cette page. Et du coup, elle sera intégrée dans ce bloc-là de la base. Et cette approche, elle est vraiment sympa. D'ailleurs, tous les frameworks aujourd'hui, que ce soit des frameworks JavaScript, PHP ou n'importe quel langage, fonctionnent sur ce système d'une base avec des zones éditables, plutôt que comme on a fait avec WordPress. Voilà, encore une fois, c'est pas une critique. WordPress, il a 15 ans cette année. C'est des trucs qui avaient du sens il y a 15 ans en arrière pour une plateforme de blog qui était toute petite. Aujourd'hui, voilà, WordPress est devenu ce qu'il est devenu. Les choses commencent à changer, mais pour tout ce qui manque, ce genre de surcharge est plutôt pas mal. Pour les images, on a des fonctions, voilà, comme je vous ai dit, on a le post thumbnail.source, et sinon, vous pouvez faire aussi un resize, donc ça ne le fait que pour le premier utilisateur, mais vous redimensionnez à la volée pour avoir une taille très spécifique. Je n'utilise pas trop celle-là, mais bon, sachez qu'elle existe. Et si jamais vous avez besoin de charger une autre image, là c'était les images à la une, vous avez la fonction Timber Image que vous mettez dans votre template, et là vous récupérez par exemple un identifiant d'image. Lui, il va aller la chercher, récupérer, et comme on veut le point source, j'aurais dû mettre une capture d'écran de tout ce que renvoie une image, en fait. Je ne sais pas si je l'ai fait plus tard. Mais en tout cas, voilà, on récupère la source et ça va chercher l'URL de cette image-là. Donc, c'est beaucoup plus simple que quand on fait dans WordPress, quoi. Un petit filtre qui est simple. J'ai travaillé pour des grosses agences, genre des groupes comme Canal+. Les mecs, ils voulaient une page qui est super optimisée, normal, c'est Canal. On leur fait une page qui est super optimisée, on leur met plein de plugins qui vont bien. Le truc, c'est que leurs éditeurs, ils prennent des images en PNG de 2000 pixels de large qui font 8 mégaoctets et ils la balancent comme ça dans la médiathèque. À l'époque, Imagify ne permettait pas de faire une conversion. Il n'y avait rien qui me permettait de le faire. Donc c'est soit je leur interdisais de mettre des PNG, et les mecs, du coup, ils étaient complètement bloqués, ils appelaient support, etc. Donc on perdait du temps. Et en fait, aujourd'hui, avec Timber, il y a le filtre. Ça, c'est ce qu'on appelle des filtres. C'est par rapport à un truc, on fait un filtre derrière. Tout JPEG le convertit automatiquement en JPEG. Et comme ça, après, votre image, elle existe en JPEG et elle sera appelée directement en JPEG. Ça j'aurais eu ça à l'époque, ça m'aurait quand même bien simplifié la vie. Mais bon. Pour l'internationalisation, ça reste pareil que WordPress. Vous avez les fonctions underscore E, underscore, underscore. En fait, dans Timber, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'utilise pas la underscore E. Le E, c'est pour afficher tout de suite. En fait, votre template, vous l'écrivez et il sera rendu juste après. Donc c'est pour ça qu'en fait, on ne l'affiche pas tout de suite, on le met dans le reste de mon HTML qui sera, lui, affiché au dernier moment. Il y a des filtres aussi pour formater la date qui sont plutôt relativement sympas aussi. Voilà, là, plusieurs filtres qui existent. On a la possibilité de créer un excerpt avec le nombre de mots. On a la possibilité de lancer une fonction PHP. Si vous en avez une fonction PHP quand même que vous voulez lancer, ça ne vous bloque pas. Sachant qu'on pourra la transformer avant la fonction PHP. Si j'ai le temps, je vous le montrerai. Ça vous permettrait d'écrire ce nom de fonction directement entre accolades et elle serait exécutée en fait. Mais sans le déclarer comme une fonction de Timber, vous pouvez l'écrire comme ça et l'exécutera en PHP. Donc, partez du principe que Twig ne va pas vous bloquer par rapport à ce que vous aviez avant. Si vous avez besoin d'exécuter de la fonction à un endroit donné, vous écrivez fonction, ça marche. Sanitize, ça vous permet de transformer un titre ou une chaîne de caractères en slug, donc c'est-à-dire sans les espaces, comme les URL, quoi, que ça rentre dans n'importe quoi. TimeAgo, ça vous permet de dire publier il y a tant de temps, et aussi d'appliquer le WP AutoP pour créer les paragraphes automatiquement à partir d'un texte multiligne. Donc voilà, il y en a plein d'autres, mais je vous en ai montré juste 2-3 qui sont sympas. La WP Query, donc, pour aller chercher maintenant d'autres choses. Je suis ici, je récupère le contenu de ma page avec mon Timber Post, comme tout à l'heure,
je crée mes arguments comme si je faisais une WP query tout à fait normale. Je dis que je veux le post type qui s'appelle leçon et j'en veux 4. Après, je fais un contexte leçon au pluriel et je fais un Timber getPost qui va simplement aller faire un getPost de WordPress et récupérer donc, dans la WP query tout ce qu'il faut pour que vous ayez besoin. Et dans le render, du coup, j'ai un objet qui s'appelle leçon et je vais faire un for leçon in leçon au pluriel. Et là, du coup, je vais faire leçon link, leçon title, leçon excerpt, etc., etc. Donc je pourrais charger énormément de choses dans ma page, des cours, des produits, des articles, tout ce qui existe dans votre contenu de WordPress. Et il n'y a pas de conflit de boucle ou quoi que ce soit parce que vous faites des forts comme ça qui sont beaucoup plus sains. Alors j'utilise beaucoup ACF, donc la première de mes questions ça a été est-ce que c'est bien compatible avec ACF? Et oui, c'est bien marqué dans la documentation de Timber, on l'a fait parce que nous aussi, c'est une agence qui l'a fait à la base, nous aussi on utilise ACF, donc il vous suffit dans la plupart des cas de faire votre post et le nom de votre custom field et puis ça marche quoi. Donc voilà, ils ont fait tout un cookbook, donc toute une petite documentation spéciale ACF avec tous les guides pour afficher des champs répéteurs, le champ flexible, les galeries photos, etc. etc. Donc sinon vous avez un post.getField comme dans WordPress en natif qui permet de récupérer tout ça. Quelques trucs pour aller un peu plus loin. J'ai combien de temps? Pas beaucoup. Hein. Voilà, pour lancer une fonction, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, vous faites fonction, le nom de la fonction et les différents paramètres de cette fonction, vous les passez en paramètres ici. Là. Donc ça marche comme ça marche plutôt bien. Et pour étendre les fonctions, tout simplement, il vous suffit en fait de créer votre fonction. Enfin, si ça se trouve, elle existe déjà dans WordPress, donc dans ces cas-là, pas de souci. Moi, j'ai fait une petite fonction ici qui sert à peu près à rien. Mais dans ce filter TimberTwig, vous pouvez du coup faire un add filter qui permet alors c'est plutôt pour créer un filtre, qui permet de créer cette fonction et de filtrer votre contenu. J'ai un exemple avec, voilà. Sur mes cours, en fait, je fais un bloc interview comme ça, avec marqué le conseil de et le nom de la personne. Quand c'est venu à faire le conseil de Alexandre Bortolotti, ben, ça mettait le conseil de Alexandre Bortolotti. C'est vrai qu'il y a des gens qui commencent avec une voyelle et du coup, il faudra un D apostrophe. Ben, du coup, en fait, je lance ma fonction, je l'appelais test-off, et du coup, je mets le nom, ben, ça s'appelle people.posttitle. Donc c'est son nom, je l'ai mis en titre de l'article. Et du coup, cette fonction test, elle passe bien par ma fonction PHP qui va détecter la première lettre. Si c'est une voyelle, il met un D apostrophe avant. Si c'est pas une voyelle, il met un DE. Et du coup, pour faire des petites choses comme ça, ben, c'est très pratique. Comme ça, vous avez vos propres fonctions dans Twig. Je ne l'ai pas trop fait ça, mais vous pouvez créer vos propres URL aussi. Dans WordPress, vous pouvez créer vos propres URL déjà en faisant de la réécriture. C'est toujours un petit peu compliqué à comprendre pour bien s'en sortir. Moi, on ne le fait pas souvent en plus, hein, ça arrive très rarement de le faire, donc à chaque fois que je le fais, je me plante. Et ben avec Timber, vous avez un système de routing qui vous permet de créer une URL avec des données dynamiques à l'intérieur et lui dire à quoi ça correspond dans la WP query qui se crée. Donc là, en fait, c'est le fonctionnement de WordPress qui est copié, sauf que cette fonction, elle permet de le faire plus simplement. Et derrière, ben, vous pouvez choisir le type de fichier que vous créez. C'est un peu comme si vous étendiez le template hiérarchie en fait. Vous créez des nouvelles routes. Vous n'êtes pas obligé de rester sur les mêmes. Et ça, c'est vraiment cool. Je ne l'ai pas fait pour mon site et je l'ai fait à la méthode à la main et c'est du coup, je m'en suis vu un petit peu plus malheureusement. Il y a une fonction pour changer le dossier de template. Par défaut, il cherche dans votre thème, dans le dossier Twig, mais vous pouvez très bien les mettre ailleurs et même mettre plusieurs templates. Là, ils ont même fait un système où ils sortent de leur site pour aller chercher des templates à l'extérieur. Imaginons que vous êtes sur un serveur d'entreprise et qu'il y a plusieurs templates partagés entre les projets, mais bon, une fois que vous le mettez en ligne, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la sécurité aussi, c'est plutôt bien sécurisé, puis il y a des filtres pour ça. Vous avez un auto-escape qui vous permet d'afficher du contenu HTML sans l'interpréter ou du JavaScript sans l'interpréter. Vous avez la fonction row et escape. Vous pouvez même inclure un fichier HTML en le mettant en sandbox, comme ça Timber va sécuriser un petit peu l'intérieur et vous assurer qu'il n'y a pas de script malicieux si ça vient d'ailleurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour débugger, c'est très simple. Vous avez l'équivalent de la fonction vardump qui est dump. Vous mettez l'objet que vous voulez à l'intérieur et du coup, il vous sort tout l'objet qui est derrière. Vous le faites beaucoup au début, ça vous permet de voir un petit peu comment sont composées les choses. Pour un article, par exemple, ce n'est pas l'article par défaut de WordPress. Il le contient, mais c'est un objet qui s'appelle TimberPost, qui vient de la classe post-class. Bon, à part ça, hein, vous avez l'ID, l'auteur, la date et toutes les informations qu'on a habituellement dans un objet WordPress classique. Hein.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas en train de revoir tous les paradigmes de WordPress, on est en train de les renforcer. Donc vous n'allez pas vous sentir complètement perdu. Pour ça, pensez bien à mettre votre WP Debug à true, hein, c'est vrai sans Timber aussi. Et pour avoir un affichage de votre débugage qui soit un petit peu joli comme ça, vous activez Xdebug. Si vous êtes sur MAMP, il y est. Et si vous êtes sur Local by Flywheel, il y est aussi par défaut. Donc, et je vous conseille d'ailleurs Local pour faire vos sites en local parce qu'il est vraiment, vraiment bien. Voilà, il y a plein d'autres composants et de concepts que je ne peux pas vous montrer aujourd'hui parce qu'il n'y a pas le temps. Mais n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la doc parce qu'il y a plein de choses qu'on découvre. J'en découvre encore aujourd'hui, des choses que j'ai fait à la main et que j'aurais pu m'affranchir de le faire si j'avais pris juste 2 minutes à lire la doc. Mais bon, on est tous un peu pareils, je crois. Enfin, j'espère. Je vais faire une série de questions-réponses tout seul, égoïstement, mais pour anticiper les questions que vous pourriez me poser pendant les 5 minutes qui restent, et après vous pourrez poser toutes vos questions. Voilà, alors, quels sont les... En plus, je me parle à moi-même, c'est complètement... Voilà, bon, quels sont les principaux avantages que j'y vois? Qu'est-ce qui fait que selon moi, ça va vraiment changer le jeu? Il y a 4 choses. C'est simple à apprendre, c'est simple à mettre en place. Le code, il est plus clair, plus propre, du côté PHP autant que sur le template. C'est fini les bricolages, le reset post-data dans les boucles, les manipulations de variables globales. Ça, on n'en a plus besoin. Et c'est beaucoup plus facile derrière pour faire de la programmation orientée objet et du traitement de données. Comme je disais, moi, sur mon cours, on arrive sur mon cours, je regarde l'utilisateur, est-ce que c'est un étudiant? Oui. Si l'étudiant, est-ce qu'il a acheté le cours? Ou est-ce qu'il a acheté le méga pack qui lui permet d'accéder à tous les cours? Et tous ces tests-là, en fait, je les ai mis dans un objet qui s'appelle étudiant. Et au début de mon PHP, de cette page, je l'instancie. Et après, j'appelle ces fonctions pour faire mes différents tests. Et quand j'arrive sur mon template, du coup, il n'y a pas de PHP qui traîne avec des vérifications. Tac. Est-ce que j'ai constaté un gain en productivité après plus d'un an d'utilisation? Oui. Je vais clairement plus rapide pour faire des sites. Mes derniers thèmes que j'ai fait pour mes différents produits, ça a été beaucoup plus propre. Le code est beaucoup plus organisé et dans ma tête, c'est plus clair. Quand je reviens 6 mois après sur un projet, je sais tout où sont les tests, etc. C'est propre. Ouais. Donc, sur quel type de projet on peut utiliser ça? Est-ce que c'est les petits, les gros, les simples et les complexes? Pour moi, c'est tous. Vraiment tous. Même si le site il est simple, vous pouvez utiliser Timber, c'est déjà bien agréable à utiliser à la base. Mais quand le site va devenir de plus en plus complexe, vous allez être encore plus content de l'avoir parce que votre code il est bien catégorisé et vous allez pouvoir faire de la programmation orientée objet dans votre thème en complément. Pas obligé, hein, mais voilà. Dans tous les cas, vous trouverez facilement une approche pour vous simplifier la vie. Alors souvent la question qui revient c'est une surcouche, est-ce que ça impacte sur les performances de mon rendu, est-ce que ça ralentit WordPress? Non, pour moi non, on a fait des tests sur du benchmark, il n'y a pas de différence, ou alors une toute petite. Mais en réalité, en fait, vous passez par un seul écho de PHP quand il rend le template, contrairement à ce qu'on a vu dans l'exemple au début avec EDD qui fait des tests, qui fait des affichages, qui repasse en PHP, qui repasse en HTML. Au final, franchement, je pense que c'est bien mieux d'être comme ça. De toute façon, comme je vous ai dit, Twig, c'est le moteur de templating de Symfony, et maintenant de Drupal. Donc, si ce n'était pas vraiment performant, Symfony ne l'utiliserait pas. Symfony, c'est vraiment le framework PHP qui est utilisé le plus en Europe. Hein. Aux États-Unis, c'est marrant, c'est plus Laravel qui a pris les devants. Mais voilà, tout le monde a son langage de templating. Donc, si c'était mauvais, ces langages, on ne les utiliserait pas. Donc, pas de problème de performance. Question qui revient souvent, c'est avant j'avais plein de hooks et de filters de WordPress dans tous les sens. Est-ce qu'ils vont pas sauter du coup maintenant qu'on utilise Twig? Non, aucun souci parce que quand je fais un post content, un post title, des choses comme ça, les hooks natifs de WordPress sont bien pris en compte par Timber en amont. Donc du coup, il n'y a aucun souci, ils vont tous bien se passer. Donc du coup, si vous avez un plugin qui vient, une extension qui vient surcharger quelque chose dans votre WordPress par un hook à un moment précis, et ça sera toujours bon. Il va toujours le prendre en compte. Donc, j'ai pas vu de hook qui manquait pour l'instant. En théorie, il n'y en a pas qui manque. Est-ce que, la question d'actualité, hein, je ne sais pas si vous êtes allé voir la conférence de Riyad, mais Gutenberg va arriver assez vite. Il va peut-être arriver en retard, mais il va arriver quand même assez vite cette année. Est-ce que Timber est compatible avec Gutenberg? Ouais, tout à fait, heureusement. Parce qu'en fait, Gutenberg, il vient aussi changer beaucoup de paradigmes, mais il vient simplement se brancher sur la fonction TheContent. Donc vous, dans votre thème habituel, ça va continuer de fonctionner, parce qu'il vous renvoie du HTML comme toujours, l'éditeur, et c'est dans la fonction TheContent. Donc nous, comme la fonction PostContent, elle fait appel à au même mécanisme que TheContent, il va tout à fait fonctionner sans aucun souci.
Donc pas de souci à avoir là-dessus, vous inquiétez pas. Est-ce que Timber est compatible avec WooCommerce? Ouais. Le problème, c'est que WooCommerce, il y a beaucoup de templates. Hein, il y a beaucoup de templates à rallonge. Donc, ils ont fait une petite doc quand même, guide WooCommerce, qui vous permet de faire des pages avec la liste des produits, ou les rayons et les singles produits, les listes de produits. Par contre, quand vous arrivez dans toute la partie commande, que ce soit le panier, etc., là, je vous dirais, restez sur les templates en PHP. Ça n'empêche pas de rester en PHP, même si vous utilisez Timber, parce que tout reprendre les templates de WooCommerce, qui changent en plus à toutes les versions. Si vous tenez un site en WooCommerce, vous l'avez mis, et moi, généralement, je ne le touche pas avant 6 mois, 1 an pour être tranquille. Du coup, voilà, je vous le déconseille. Par contre, dans un de mes sites, j'ai dû refaire un header.php et un footer.php parce que il ne le prend pas en compte. Enfin, parce que du coup, il y a Timber qui a sa base. Est-ce que j'aurais quand même pu faire un... Ouais, je suis en train de penser à un système, je le ferai. Je pense qu'il y a quand même un moyen de le faire intelligemment pour que Timber peut faire un rendu, en fait, j'ai oublié de le dire, mais Timber peut faire un rendu. Quand vous faites de l'Ajax, par exemple, dans WordPress, vous faites une recherche en Ajax. Ça part sur Ajax. Dans votre fonction PHP, à la fin, vous pouvez très bien faire un Timber.render, juste pour votre partie Ajax. Du coup, moi, sur mon site, j'ai un moteur de recherche qui est dynamique en haut. Je tape le nom d'un cours, ça affiche la liste. Cette petite liste-là, qui a été renvoyée par Ajax, elle est faite en Timber. Donc vous pouvez l'utiliser pour une page complète ou comme un petit bout. J'étais surpris, hein, j'ai essayé la première fois, j'y croyais pas trop, et puis bon, ça marche très bien. Donc on pourrait utiliser ça pour cette histoire-là. Est-ce que Timber est compatible avec ACF? On l'a vu, oui, ça a été fait pour depuis le début, donc jamais eu aucun souci. Moi je fais du ACF, pour ceux qui me connaissent, j'en bouffe au petit déjeuner, à midi, le soir et la nuit. Donc voilà, c'est compatible. Et enfin, est-ce que Timber est le futur de WordPress ou du moins le templating? Tout le monde se dit, je vais répondre oui, le mec. Bah non. C'est le mec qui m'a parlé pendant 45 minutes pour dire Timber c'était trop bien, pour qu'à la fin ils me disent que c'est non. Pourquoi? En fait, tout simplement, j'en parlais avec Riyad Bengola justement. Pour nous, l'avenir du web, c'est tout passé par JavaScript. On l'a vu avec Gutenberg. Le JavaScript n'est pas une mauvaise chose, hein, les gars. Il y en a beaucoup qui... Apprendre à faire du React avec Gutenberg, c'est vrai qu'au début, quand même, tu passes des sales journées. Mais après, c'est que du bonheur. En fait, peut-être qu'à l'avenir, tous nos thèmes seront aussi faits en JavaScript. Il n'y aura plus de rechargement de pages. Ce sera vraiment comme de l'application, ce qu'on appelle de la progressive web app, du one page. Ce sera vraiment qu'une seule page où on ne recharge pas à chaque fois le header et le footer. Et quand on en sera là, ça existe déjà. Hein, mais bon, sur WordPress, il y a des concepts, mais c'est pas facile à utiliser à l'heure actuelle. Donc peut-être qu'on utilisera ça. Peut-être pas. Hein. Si dans 10 ans, vous utilisez encore la bonne vieille méthode de une page égale un rendu du serveur, ça reste des pages web que l'on consulte. Tant qu'il n'y a pas d'interactivité dedans, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, non, un non mitigé, quoi, hein, ça dépendra de à quelle vitesse évoluent les technologies. Dans tous les cas, oui, ça restera quand même d'actualité. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Après ma session de questions égoïstes, maintenant, c'est à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il reste un peu de temps quand même? Oui, plein. Ouais, ça va. Ouais, c'est à force d'avoir des questions. Hein, j'en ai eu plein, des réticents. Je peux comprendre, hein, ça donne pas mal de réticence, tout ça. Question? Ouais. J'ai besoin d'un micro pour... Celui-là, on prend celui qui est sur pied pour répondre. Merci. J'ai une question très simple. Timber et les Temfis. Est-ce que pour les développeurs de Temfis, dont le parent est basé sur Timber, est-ce que ça rajoute des contraintes? Est-ce que ça facilite la chose? Un mot. Bonne question. Ouais. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Puisqu'en fait, une fois qu'il est chargé, Timber, dans le thème enfant, il en bénéficiera aussi. Donc tu peux continuer à faire tes surcharges du côté thème enfant. Ce qui va surcharger, par contre, le thème enfant, c'est le PHP. Donc toi, si tu as écrit un page.php, un page.twig, et que tu le mets dans le thème enfant, tu mets pas que le .twig. Tu mets le page.php. Ah, quoique, je crois que Timber le prend en compte. Tu m'as fait un échec dès la première question, c'est bien. D'accord, mais ça veut dire que le développeur du Temfis doit écrire ses templates en Twig. C'est ça, en Timber. Ouais, il doit les écrire avec du Twig, ouais, tout à fait. D'accord. Mais ça se fait. Mais je crois que Twig va... Oui, si, c'est ça. J'ai regardé dans la doc l'autre jour. Tu n'as pas besoin de faire... Tu sais, as des fonctions pour aller chercher dans le thème parent ou le thème enfant. Tu as deux fonctions différentes. En plus des noms qui ne sont pas logiques. Et là, en fait, Twig, il regarde automatiquement s'il y a un thème enfant. Il regarde d'abord le thème enfant et après le thème parent. Donc, en fait, tu surcharges juste ton fichier Twig et ça marchera. Aucun souci, ouais. Ok, merci. De rien. Tu passes le micro. Est-ce que tu as essayé Blade? Ouais, on m'en parle souvent, mais j'ai pas trop eu le temps, non.
T'as un retour à me faire? Ben, nous, on s'y met parce qu'on a commencé à utiliser Sage 9. C'est le thème anciennement appelé Roots. Ouais. C'est assez génial. Puis ça nous a énervé de voir Blade, mais en fait, c'est assez génial. Ouais. Mais Ouais, bon, j'ai pas vu la conf, donc. Je l'ai utilisé pour quoi? Je crois que j'ai utilisé il y a longtemps Blade, mais pour genre du Python ou un truc comme ça. J'avais beaucoup aimé, hein, c'est à peu près le même principe, quoi. Ouais. Mais après, je sais pas. Écoute, si d'ici 2-3 mois, tu me fais un retour, et puis comme ça, on pourra faire un comparatif. Hein, mais Ok. je sais pas du tout. Ouais, malheureusement, il y a trop de techno qui sortent. Toutes les essayer en profondeur, c'est difficile. Hein. C'est compliqué. Donc, je pense pas qu'il soit moins bien ou mieux. Hein, on va voir. Peut-être mieux, hein, ça se trouve. Hein. Ok. Il y a une question derrière, si tu peux passer le micro. Et là, dans vos projets, dans les agences, vous faites une vraie couche, enfin un vrai modèle MVC ou pas du tout? Est-ce que vous faites une abstraction en fait en plus de WordPress avec des entités, le modèle? Ouais, je l'ai fait pour mon site. etc. Maintenant, je fais plus de site client. J'ai arrêté l'agence. Je vis que de mes projets personnels. C'est un luxe que j'ai mis 10 ans à me payer. Mais du coup, voilà. Par contre, pour mon site de formation, en effet, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des entités, comme je disais tout à l'heure, une entité formation, une entité étudiant, où il y a tout ce que j'ai besoin de récupérer dedans. Parce que WooCommerce, il y a plein de fonctions pour récupérer les utilisateurs, enfin des informations, tu les pioches à droite à gauche. Donc je fais ça tout en amont dans cet objet. Et quand j'appelle mon fichier PHP, j'instancie et je récupère ce que j'ai besoin, quoi. Et donc du coup, ouais, on va plus loin dans l'orienté objet. Ça permet vraiment d'être beaucoup plus propre. D'accord, en fait j'avais compris que vous travaillez pour des agences web. Oui, mais dans le passé. Ah, d'accord. Mais quand j'ai commencé à mettre à Timber, c'est quand j'ai décidé d'arrêter de bosser pour moi. Par contre, j'ai accompagné des agents, j'en ai c'est dur à dire, accompagné une agence vers Strasbourg. Ils sont une quarantaine de développeurs, enfin de personnes, il n'y a pas que des développeurs dedans. Ils sont passés à Timber dès le début parce que c'est eux qui le voulaient. Et aujourd'hui, ils font des sites, des très gros sites pour du tourisme ou des choses comme ça. Et ils le font tout à base de Timber, quoi. Dernière question. Bonjour. J'ai deux petites questions. La première, est-ce que Timber il est compatible avec Bedrock? Ouais. Enfin, en théorie, ouais, je ne l'ai pas essayé pour de vrai, mais Bedrock va juste changer l'architecture de WordPress de base, sinon le timing reste de la même façon. Donc c'est deux choses qui changent un petit peu en profondeur WordPress, mais qui ne se font pas conflit. Ils interagissent pas sur la même, ils interviennent pas sur la même base, quoi. Donc, à mon avis, il y a zéro problème. D'accord. Deuxième question. Moi, j'utilise Sage, qui utilise le moteur Laravel Blade. Je voulais connaître votre avis sur ce moteur par rapport à Twig. Je sais pas du tout. Je connais pas trop, non. Ok. Essaye et dis-moi. Merci beaucoup, Maxime. Merci à vous. Si vous avez d'autres questions.